Alain Domergue. Elad Mohammadi. Bon, tout d'abord, je voudrais vous dire que rien n'aurait été possible. Sur le micro, ça passe aussi ou pas? Rien n'aurait été possible sans nos financeurs, donc que je tiens à remercier, parce qu'un congrès, ça a besoin d'un financement. Donc je remercie l'URML, je remercie la RS Océan Indien, je remercie la région Réunion, je remercie les stands que vous avez là et qu'il faut visiter. Souvent, les internes ont peur d'aller dans les stands, ils ont peur de ces gens qui font parfois du commerce, mais ils ont beaucoup à vous apprendre et je vous invite à visiter les stands. Ils sont tous à votre service. Merci à Jean Joyet, merci à Jean-Marc Franco, salut Sébastien, salut Philippe de Marchelier pour le comité scientifique, et merci à Vincent, notre chargé de mission, qui n'est pas là parce qu'il est tout le temps occupé. Alain Domergue, je suis donc maître de stage universitaire, j'ai 56 ans. Je suis un interne de La Réunion, sous la gouvernance de Bordeaux. Monsieur Bello m'avait autorisé à être interne ici. J'ai remplacé, puis me suis installé en 2001, et je suis MSU depuis plus de 10 ans. Donc, pour ma part, je suis le docteur Elad Mohammadi, 34 ans. Donc, j'étais interne aussi Océan Indien et installé en médecine libérale à Mayotte depuis 2014 et MSU depuis 3 ans et demi. Donc, je préside le collège. Le collège, c'est une association loi de 1901. Ce n'est pas une instance administrative ou voilà, c'est une association. C'est une association qui aujourd'hui comporte 130 maîtres de stage libéraux. C'est une association qui aujourd'hui est bien installée, qui a un chargé de mission et qui travaille beaucoup pour les internes et l'enseignement. Je crois qu'aujourd'hui, elle est au service de la formation des internes, je ne crois pas, je suis sûr, et de la recherche, et qu'elle est bien sûr, c'est une structure qui est adossée à l'université et en synergie avec l'université. Souvent, vous avez du mal à comprendre qui fait quoi. Bah, c'est simple, le collège, c'est la réunion des différents maîtres de stage qui vous reçoivent, et c'est une structure qui fait de la recherche, qui fait de l'enseignement, et qui est adossée, qui travaille en synergie avec l'université pour mener des projets et pour mener de l'enseignement. Donc, via ce collège, j'ai été formé en tant que maître de stage universitaire depuis 2016 maintenant. Et on voit clairement qu'il y a... ça permet de lutter contre l'isolement professionnel et c'est une source de partage assez conséquente et d'échange avec les internes et qui favorise aussi une meilleure prise en charge des patients. Bien sûr, c'est beaucoup de partage. C'est très stimulant pour nous tous, pour nous, médecins libéraux installés. Ça permet d'échanger avec des personnes plus jeunes. C'est bien sûr toujours une synergie, c'est-à-dire que vous enseignez et nous, on s'enseigne de vos savoirs aussi. Ça nous permet de nous mettre à jour. Et aussi, ça a un rôle très important pour améliorer l'attractivité de nos cabinets médicaux, parce que vous avez vu les lois, vous avez vu ce qui se passe, vous avez vu que la population médicale vieillit. 56 ans, c'est l'âge moyen du médecin installé en ville, désolé. Donc il y a beaucoup à faire pour le renouvellement et à créer des vocations. Donc je crois que l'attractivité aujourd'hui de nos cabinets libéraux de médecine générale en ville est un point qui est tout à fait majeur. Et créer des vocations, c'est notre rôle et c'est ce qu'on souhaite faire. Donc, pour compléter ce que vient de dire Alain, venant d'un territoire où nous souffrons d'un désert médical important, le collège du coup permet aux internes de participer à l'amélioration de l'accès aux soins. Il n'est pas rare que là d'où je suis, nous sommes obligés de limiter les consultations parce que la demande, l'offre n'est pas suffisante par rapport à la demande qu'il y a. Bien sûr, nous souhaitons coopérer plus dans l'océan Indien, coopérer avec nos îles voisines qui ont beaucoup à nous apprendre et avec lesquelles nous avons beaucoup à partager. Donc bien sûr, à ce congrès, nous avons invité nos amis comoriens. Ils sont encore à l'aéroport, pardonnez-les, ils arriveront demain. Nous avons invité bien sûr nos amis malgaches qui sont venus sous la forme de 2 sessions, une session universitaire et une session associative avec le soutien de Pierre Coste. Et puis, bien sûr, c'est la région Réunion qui nous aide pour cette coopération et je les remercie encore. Vous êtes 11 à avoir été pris en charge pour ce congrès. Donc, il y a 11 personnes de l'océan qui viennent sur ce congrès. J'espère qu'on sera encore plus la prochaine fois et surtout, j'espère qu'il y aura des projets. Parce que moi, j'aime pas trop les congrès où il se passe des choses et où après, il se passe rien. Donc, c'est des projets que j'attends. Et j'attends beaucoup qu'on puisse avoir
des internes de chez nous qui partent là-bas ou des internes de chez eux qui viennent ici, ou des enseignants, tout reste à définir, tout reste à discuter, mais qu'il y ait de la coopération entre nos îles qui ont quand même beaucoup d'histoires communes. Le congrès est un point fort et c'est le troisième. Merci au CNGE, au Collège de la médecine générale, au DUMG à l'UFR, à l'ARS Océan Indien et à l'URML Réunion et à tous les participants. Bien sûr, ce congrès n'aurait pas eu lieu sans tous ceux du collège qui m'ont aidé, qui sont tous là. Je les remercie très chaleureusement. Je veux vous dire que la recherche, on y tient, que la recherche, on s'y investit beaucoup, qu'il y a eu Ground Care, qu'il y aura bientôt Crédit Agricole et d'autres investigations. Pour compléter, concernant la recherche, à ce propos, il y a des MSP qui sont un point d'avenir, notamment sur le territoire de Mayotte, où des émergences nouvelles sont en cours et elles permettront de favoriser la recherche et la promotion de la santé. Voilà, je crois qu'on voulait partager une dimension humaine dans cette allocution. On voulait vous partager avec vous nos engagements. C'est bien sûr un discours politique. Il est politique au sens du territoire interrégional auquel nous croyons et que nous souhaitons maintenir, y compris si une ARS s'installe à Mayotte, et nous ne sommes pas là-dessus en difficulté. Nous souhaitons être un modèle pour les autres spécialités en libéral. On espère accueillir très bientôt les autres spécialistes, nos amis cardiologues, nos amis gynécos, nos amis pédiatres en ville, sur le modèle peut-être de ce que font les généralistes aujourd'hui. Je crois que c'est important pour repeupler. Juste pour finir, Alain et moi, nous sommes connus à l'occasion d'une amitié commune qui est Andros Lattery, qui nous a malheureusement quittés. C'était un ami très proche et on souhaitait lui rendre hommage aujourd'hui. Voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'on croise aussi des amitiés, on a des internes qui deviennent des remplaçants, des successeurs, et le collège, c'est aussi beaucoup de bonheur au quotidien. Et c'était c'était une grande joie de préparer ce concours, pas ce concours mais ce congrès, et c'est aussi un concours. Et c'est une grande joie de vous accueillir pour des projets de coopération et pour la recherche. Merci. J'en profite pour vous remercier nos amis malgaches qui sont venus en force, accompagnés par Pierre Coste de Data Santé, et puis nos amis comoriens qui vont arriver, on espère bien, demain. Je regrette certains Mahorais qui n'ont pas pu prendre l'avion à cause du cyclone. Et puis je remercie évidemment tous les internes, tous les maîtres de stage, et puis tous les métropolitains qui ont fait le voyage, qui ont laissé leur famille, qui sont arrivés donc, pour passer quelques jours à La Réunion. Donc on va embrayer. Donc bienvenue au troisième congrès francophone de médecine générale. Au sein indien. Donc je vous présente Dr Jessica Dumez, qui est chef de clinique et médecin généraliste à Bouéni, au milieu des tortues et des fleurs d'ylang-ylang. Et je vous présente professeur Jean-Marc Franco, qui est le directeur du département universitaire de médecine générale. Il est aussi médecin généraliste à Saint-Philippe, au milieu des requins et des moustiques qui transmettent la dengue. Tu n'aurais pas un peu trafiqué la carte de la Réunion par hasard? Ok. Ça va leur faire peur. Hein. Donc nous déclarons n'avoir aucun lien ou conflit d'intérêt dans le cadre de notre prise de parole. Hein. Le congrès non plus. Dr Domer vous en a parlé. On a beaucoup de partenaires. On est allé directement à la banque du Crédit Agricole, là où il y avait de l'argent, pour éviter donc de tomber dans l'industrie pharmaceutique. Alors juste pour dire qu'on est fiers d'être parmi les 3 premières facultés les plus prisées par les internes au niveau du département de médecine générale, de l'UFR Santé. Donc avec Pascal et moi, on est très fiers de ça. Voilà, donc on a 2 invités de marque. Professeur Jacques Bello, qui a écrit un papier retraçant les 25 ans de combat partagés de 1982 à 2008. Donc c'est un pionnier de l'océan Indien. Voilà, ce document, on vous l'a envoyé par mail. Il retrace de manière un peu concentrée, il nous en dira peut-être plus tout à l'heure. Et vraiment,
il a œuvré pour la formation des étudiants en médecine dans la zone océan Indien, pour la formation notamment du 3e cycle, mais aussi il s'est occupé du 1er cycle à La Réunion. Et puis il a beaucoup travaillé sur le développement de la discipline médecine générale, et je me souviens de quelques congrès où il a poussé à ce qu'on ait une sous-section 5303 qui existe maintenant, et c'est en partie grâce à lui. Donc Jacques, merci d'être là, je te remercie, je t'avais fait une promesse et je l'ai tenue. Et je voulais aussi remercier Jean Joyer, qui a travaillé longtemps à La Réunion, qui était médecin généraliste et avec qui j'ai travaillé de concert. On s'était fixé des objectifs avec Jean, c'était de créer le collège des généralistes enseignants. On s'est aperçu que ça faisait 10 ans cette année, c'est pour ça qu'on souhaite le fêter dignement, ces 10 ans. Et Jean est reparti en métropole, mais il est là parmi nous, j'espère nous dire un petit mot tout à l'heure. Jean, je voulais aussi te remercier pour toute l'amitié et toute la confiance que tu m'as faite pendant toutes ces années. Et c'est grâce à toi, vraiment, que tout ça existe, que le collège existe et le département aussi. Et tu as travaillé énormément pour la maîtrise de stage. Et là, actuellement, on est à 120 mètres de stage. Actuellement, on va continuer le recrutement. Donc, je pense qu'il faut applaudir très fortement Jean Joyer. Alors, on a revisité la Marguerite des compétences, pour petit rappel, et en particulier en son centre, la compétence approche centrée patient, relation et communication. Donc, on est en plein dans le professionnalisme. Oui, c'est le thème du congrès. C'est pas par hasard qu'on a choisi ce thème, puisque la communication, effectivement, comme tu dis, Jessica, c'est au centre de nos préoccupations, au centre de notre enseignement. Et on a d'ailleurs le plaisir d'avoir avec nous des experts du département universitaire de Créteil, avec Laurence Compagnon, et puis il va y avoir une belle présentation de pédagogie demain sur justement comment enseigner l'approche centrée patient, la communication. Voilà. Donc, je finis par... j'ai essayé de récapituler avec Jessica par rapport aux 3 grands thèmes, donc pédagogie, soins, recherche. Donc, pour la pédagogie, il y a énormément de sessions qui ont eu lieu déjà ce matin. Notamment, il va y avoir pas mal d'interventions sur quelque chose qu'on veut développer, la SODEF, vous allez découvrir ça. On va parler aussi de la communication interprofessionnelle à Mayotte. On va parler des maîtres de stage à La Réunion avec la charte des MSU. Vanessa Palma et Patrice Imbert vont gérer cette session. Et puis, on va parler des médias sociaux, des langues. Les langues en question, ça c'est très important pour nous de développer cette approche et l'accès aux soins aux patients qui sont sourds et qui présentent un handicap. Et puis on va parler d'hypnose, la psychothérapie, de l'ethnomédecine, téléexpertise, télémédecine, on en parle beaucoup dans la loi santé, et aussi du don d'organes. Pour la recherche, il y aura une grande session tout à l'heure. On va vous présenter toutes les études qui sont faites sur le plan national au niveau du CNJE avec Olivier Saint-Lary. Et puis, il y a des études qu'on va développer, 5P, très intéressantes sur la prévention de la fragilité chez la personne âgée. L'étude plateforme qui est un recueil de données nationales avec probablement un partenariat avec la CNAM, Gramoun Care, qui a eu lieu en 2017. Et on va mettre en place, bien sûr, Prédia Brun. On parlera du réseau de santé Sentinelle, des médecins Sentinelles, pardon. Et le réseau national et régional des investigateurs en médecine générale. Et puis, il y a des thématiques qu'on aborde pour le soin aussi, santé de la femme, santé de l'enfant, les addictions, la santé mentale, personnes âgées, l'accès aux soins des patients sourds, le sommeil et les infections sexuellement transmissibles. Voilà, j'ai essayé de faire un résumé. Je voulais juste vous dire 2 choses.
Il y a un dîner de gala demain soir qui est prévu. Il y a une cérémonie de clôture avant avec les prix de thèse. Donc ça aussi, c'est un moment important où notre doyen remettra avec Mme Zatara les prix de thèse. Voilà. Et on vous souhaite un très bon congrès. Merci beaucoup. Donc moi aussi j'ai un petit diaporama, donc on va passer un peu rapidement. Donc moi déjà je commence par vous dire que je suis très très heureuse d'être là et puis de voir tout ce public et je remercie les organisateurs qui ont beaucoup travaillé et pour arriver à ce 3e congrès, hein, donc ce qui est quelque chose d'une manifestation importante pour nous et pour la région océan Indien. Donc moi je vais juste rapidement vous faire un petit focus sur ce qu'est l'UFR Santé de la Réunion aujourd'hui en 2019, sachant qu'elle a été créée en 2010. Donc elle fêtera ses 10 ans l'année prochaine. Si je peux avoir la deuxième diapositive, s'il vous plaît. Ah, pardon. Donc, une première diapo qui montre à l'heure actuelle notre rayon d'action, en fait, qui, vous voyez, est relativement étendu, donc sur la Réunion, hein, puisque nous avons les sites hospitaliers qui sont tous concernés. Donc, on a les 4 points cardinaux sur la Réunion, avec les centres universitaires, les activités de formation nord et sud. On a également des actions sur Mayotte, bien évidemment, puisqu'on a des internes au CHM, des internes sur les dispensaires, et en termes de formation, on a aussi des activités en lien avec l'IFSI de Mayotte. Alors, quelques chiffres clés. Aujourd'hui, le nombre d'étudiants inscrits, tout confondu, puisqu'on a aussi des paramédicaux inclus, hein, mais on est à 2800 étudiants, dont 1000 en PACES, 400 internes et 750 étudiants paramédicaux. Ensuite, ça c'est une petite cartographie de notre effectif enseignant. Donc vous voyez que ça se découpe en plusieurs catégories. Je mets l'accent ici sur les universitaires en médecine générale, puisque vous voyez que c'est une de nos fiertés, et c'est particulièrement ça qui nous intéresse aujourd'hui. Nous avons un département qui comprend 11 enseignants, donc certains étant titulaires, d'autres associés au chef de clinique. Dans l'UFR, 3 départements, dont le département de médecine générale, qui est extrêmement actif. On en a la démonstration aujourd'hui, et cette activité étant considérablement renforcée par le collège des généralistes enseignants de l'océan Indien. En termes d'offres de formation, donc rapidement, nous n'avons que le 1er cycle, pas le 2e, mais on a bien évidemment le 3e cycle. Vous le savez, le DES de médecine générale. En novembre 2019, nous en serons à 29 autres spécialités ouvertes et pilotées par la Réunion. Et puis quelques DU, une licence sciences pour la santé et un master biologie santé. Donc on concentre au niveau de l'université les formations de santé. En termes de recherche, il y a eu un effort aussi de structuration sur des bases qui existaient déjà. Donc 4 unités. 3 qui existent déjà dans le contrat actuel de l'établissement de l'Université de la Réunion, hein, sur la périnatalité, une UMR sur l'infectieux au milieu tropical, une autre UMR, donc en lien avec l'INSERM aussi, sur diabète et complications, et une 4e unité qui sera proposée à la création pour le prochain contrat, donc à horizon 2020. Et toutes ces activités de recherche se font avec des liens très forts avec le CIC, puisqu'on a un CIC à La Réunion, dirigé par Madame Marie Moutou. En ce qui concerne les projets, donc j'ai mis quelques-uns en rouge qui nous intéressent aujourd'hui plus particulièrement, puisqu'il y aura des sessions là-dessus. Nous n'avons pas terminé notre développement, bien évidemment, on est encore une petite UFR, donc on a un certain nombre de choses qui sont déjà dans les tuyaux, hein, dont la structuration, le développement de la formation continue du DPC, qui est extrêmement important pour la Réunion, à consolider. Les relations internationales, donc on parlera de ça demain après-midi. Et le développement de la recherche en soins premiers. Ce qu'il faut bien avoir conscience, et là
je m'y engage, et vous le savez, je vous ai donné déjà un certain nombre de signes, c'est que nous sommes là pour vous porter, et porter toutes les bonnes idées et les projets de développement de la recherche en soins premiers, en particulier, nous intéressent et vous intéressent très probablement très fortement. En termes d'infrastructures, de projets d'envergure, le campus santé qui est lui déjà dans les rails, avec le soutien fort donc sur du FEDER de la région Réunion, livraison prévue en 2022, et un projet de centre de simulation en santé qui est très ambitieux, mais qui est déjà à l'étude et qu'on espère pouvoir faire financer. Donc tout ça, bien sûr, c'est fait relativement rapidement, mais avec des soutiens qui étaient indispensables. Localement, un soutien très fort de la région, de la Civis, du département, des parlementaires réunionnais. Au niveau national, l'Université de Bordeaux a été notre partenaire historique et fort soutien, le CNGE pour la partie médecine générale, les ministères de tutelle qui maintenant nous accompagnent beaucoup plus facilement, je dirais, qu'au début, et puis une certaine unité localement avec des acteurs extrêmement motivés et des démarches concertées qui ont fait avancer les choses. Donc je tiens à remercier tous ceux qui sont cités ici, plus une volonté collective qui a vraiment été motrice pour développer le secteur médical à La Réunion. Et enfin, donc moi aussi, je voudrais rendre hommage au professeur Jacques Bello, sans qui on peut dire que rien de tout cela n'existerait aujourd'hui, puisque c'est vraiment lui qui a été l'initiateur de ces formations, du développement de la formation, et on peut dire par extension aussi de la recherche et du secteur globalement santé à La Réunion. Donc voilà, il me reste à vous souhaiter un excellent congrès à toutes et tous, et j'espère que j'ai tenu le temps, mais je suppose que oui, puisqu'on ne m'a pas rappelé à l'ordre pour l'instant. Bonjour. Alors en attendant le PowerPoint, donc je suis Dr Christine Kowalczyk, je suis médecin généraliste à l'est de La Réunion, à Saint-André, et donc présidente de l'URMEL. Alors l'URMEL, qu'est-ce que c'est? En attendant que ça arrive. L'URMEL, en fait, c'est l'Union européenne des médecins libéraux de l'océan Indien. C'est des listes électorales sur des élections sur liste syndicale. Après, nous essayons de travailler ensemble, et nous y arrivons à La Réunion parce que le vivre ensemble est quelque chose d'important. Et une de nos missions, effectivement, c'est absolument pas la recherche, mais par contre de travailler avec le collège sur la recherche. Ah, je peux y aller. Donc voilà, l'URMEL-OI, Union régionale des médecins libéraux de l'océan Indien. Alors en fait, ça c'est le rapport d'activité. On va vous montrer les quelques actions qu'on a fait au sein de l'URMEL. Alors, l'an dernier, nous avions fait donc le colloque santé-environnement. Donc je remercie d'ailleurs certains partenaires qui étaient ici, où nous avons essayé de rendre plus clair tout ce que ça entraîne au niveau des perturbateurs endocriniens. Nous avions fait ce séminaire, ce colloque plutôt, qui était ouvert au grand public, et ça a été une belle manifestation. Et donc nous souhaitions poursuivre cet accompagnement l'année prochaine. Et vous voyez d'ailleurs, il y avait Dr Jean-Marc Franco qui faisait partie aussi du comité d'organisation. Donc il y a un beau maillage qui se fait entre le collège des enseignants et l'URMEL. Donc Jean-Marc en faisait quand même partie, fait partie des élus. Alors voici les petits photos souvenirs, parce que je trouve que c'est bien mieux que les petits blabla en fait. Les photos, vous voyez, on est tous souriants, on est tous contents, mais en fait, moi quand même je disais, pourquoi est-ce qu'il y a Wally en bas? C'est parce que je pense que j'adore ce dessin animé. Je crois que cette personne a tout compris. Il montre en fait comment la pollution de la planète a permis en fait effectivement, enfin dans le film il raconte comment la pollution de la planète a entraîné le départ en fait des humains sur un vaisseau, comment l'intelligence artificielle, et on est vraiment plein de là-dedans, comment l'intelligence artificielle en fait a pris la main sur les humains. Alors est-ce qu'ils étaient remplis de perturbateurs endocriniens? Ce n'est pas absolument pas dit dans le film, mais en fait qu'est-ce qui sauve à la fin? Qui a regardé Wall-E? Oh non mais vous êtes catastrophique, moi je vous le dis. Non mais personne n'a d'enfant ici? Personne n'a gardé une âme d'enfant? Non mais ils sont 5 à te lever la main pour Wall-E, ou alors les autres n'osent pas. Moi j'assume, j'y suis allée au cinéma, j'ai le DVD, j'ai tout. J'ai pas encore le petit robot chez moi, mais enfin, vraiment je l'aime beaucoup. Non, ce qui a sauvé c'est l'amour. On est d'accord? C'est parce qu'en fait le petit robot a essayé d'aller sauver Ève. Et donc, comme il a essayé de sauver Ève, il a retrouvé la plante. Et c'est la plante qui a fait redémarrer l'être humain qui est reparti sur la Terre. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire.
Alors plus sérieusement, nous sommes aussi lancés, un des missions de l'URMEL, c'est donc l'organisation des soins, et nous sommes investis dans la télémédecine. Je ne vais pas vous en parler parce qu'il y a une plénière tout à l'heure sur Gécoplay, qui est donc en fait une application pour les infirmières, mais surtout un parcours numérique dans les plaies. Après, en fait, aussi dans l'organisation des soins, nous avons les gros mots, CPTS, Communauté professionnelle de territoire de santé. Et là, c'est pareil, nous en avons 3. Nous travaillons actuellement avec l'ARS qui a mandaté TIPA Santé. Une des actions de l'URMEL, ça a été aussi de travailler avec les autres URPS. Il y en a 10. Si je les cite et que j'en oublie un, je vais me faire me cater. Donc, je ne les cite pas. Ça, c'est plus simple. Mais pharmaciens et tout ça. Donc, je me dépêche, mais c'est la dernière. Et donc, du coup, il y a tout ce petit tout-monde-là à créer une association qui s'appelle TIPA Santé, parce que TIPA avancé. Parce que c'est sûr qu'on ne change pas le monde et la santé en 2 temps 3 mouvements. Et donc, on travaille actuellement sur 3 thématiques. Donc, enfin, sur 3, c'est une réponse populationnelle. Mais donc, il y a dans le sud, nous travaillons donc aussi avec Dr Echen, que j'ai vu dans la salle, sur la fragilité de la personne âgée. Dans l'Est, c'est sur le problème en fait, d'accès en fait, aux troubles du langage et troubles des apprentissages, mais essentiellement le langage avec les orthophonistes. Et sur le territoire ouest, nous travaillons sur une petite maison verte. Je ne vous dirai rien de plus, parce que comme ça, je n'ai pas le temps, puis vous viendrez aux réunions. Alors la communication, parce que c'est quand même le thème, donc nous avons aussi une mission d'information. Donc une première information, c'est des histoires de médecins. C'est une information grand public, je le tiens à le dire. C'est pas du tout une information pour informer les médecins, parce que sinon on n'y arriverait pas. Mais quand même, je veux dire, on a 115 000 spectateurs, on a 57% de part d'audience. C'est quand même la meilleure part d'audience d'Antenne Réunion. Donc on touche actuellement énormément de personnes et on essaye de faire passer des messages de santé publique ou des messages d'organisation des soins, un peu tout. On a parlé de la dengue, on a parlé récemment, on parle de la dengue. On a aussi l'autre communication, c'est qu'on essaye d'envoyer des mails sur ce qui se passe à la Réunion. Donc on a appelé ça Info Santé, puisque en fait on est quand même à la Réunion et on essaye d'envoyer tout ce qu'on nous donne qui concerne les médecins et la santé, les colloques, voilà comme aujourd'hui ici, des choses comme ça. Et autre chose, en fait, on envoie aussi, et donc on a un site, mais qui est un peu à restructurer. Et la dernière chose, je tenais à en parler, parce que je tiens d'abord déjà à remercier ceux qui ont répondu au questionnaire. On vous casse les pieds en vous envoyant des questionnaires, mais sachez que quand on vous les envoie, c'est jamais pour rien, c'est que derrière, il y a une intention. Les Gilets jaunes a quand même sensibilisé tout le monde cette année, enfin, je veux dire, au mois de novembre, on a tous été impactés. J'ai eu un coup de fil, on me disait les généralistes ne sont plus à leur cabinet, ils répondent plus. Je dis non mais ça va pas ou quoi? J'ai hors de question que les généralistes soient pas dans leur cabinet. Le problème c'est que les patients ne viennent pas au cabinet. Donc c'était plutôt ça. Et donc du coup on a envoyé un sondage, mais moi toute seule, je peux pas, même si je suis censée vous représenter, n'est-ce pas? Je ne représente quand même pas toujours tout. Et donc du coup, rien de mieux que votre parole. Et donc quand on a envoyé le questionnaire, vous avez répondu de manière unanime, ça a été interprofessionnel. Et moi j'ai trouvé ça très bien et vous pouvez vous applaudir. Parce que je pense que ce qui m'est arrivé en premier, ça a été quand même le retour de parcours du patient. Et ce n'était absolument pas les problèmes financiers qui étaient en avant. C'était qu'affecte pour les médecins, pour les professionnels de santé libéraux de la Réunion, la problématique, c'était donc la rupture de parcours, c'était l'insécurité, les difficultés d'accès aux soins, parce que les patients ne pouvaient pas venir à vos cabinets, du coup surcharger les urgences le soir. Donc voilà, et c'est grâce à vos réponses qu'on a pu faire ça. Et du coup, vous le savez, il y a eu, en fait, effectivement, l'ARS a été très sensible à ça et le ministère de la Santé. Et donc, du coup, les professionnels de santé libéraux ont été remerciés à ce niveau-là. Merci. Chers congressistes, chers amis, je vais faire défiler le diaporama. Donc, je suis Anne-Françoise Zataragro, donc vice-présidente des relations internationales et de la coopération régionale de l'Université de la Réunion depuis 2016. Donc je déclare ne pas avoir donc, de lien ou de conflit d'intérêt dans le cadre de ma prise de parole en cette qualité. Je salue d'ailleurs le fait que vous fassiez du juridique, puisque je suis moi-même juriste et vous l'aurez comprise, donc finalement un peu la naïve de cette cérémonie, puisque je ne sais absolument pas donc du champ de la santé. Alors très rapidement, je voudrais évoquer avec vous quelques éléments de contexte global, de stratégie internationale dans lesquels s'inscrit le développement donc, de l'UFR Santé au sein de l'Université de la Réunion, partager avec vous quelques éléments de bilan et tracer des perspectives qui s'offrent à nous
le tout bien évidemment dans un temps record. Alors très vite, nous avons un contexte global qui est extrêmement donc, favorable au développement donc, du domaine santé à l'Université de La Réunion pour 2 raisons. Tout d'abord, une volonté d'accompagnement de l'UFR. Donc Pascal l'a rappelé il y a quelques instants. Tout d'abord parce que c'est un domaine porteur pour nous en termes de formation et de recherche, grâce à la qualité de nos équipes, grâce notamment aussi aux liens que nous avons donc avec le CHU. Et surtout, c'est un domaine cible dans le cadre de notre stratégie d'internationalisation, sachant que l'internationalisation constitue une de nos 3 priorités au sein de l'université. Et puis, un contexte qui est favorable également par le biais d'un dispositif normatif global, mais là, vous voyez donc que la juriste revient au galop, pour servir justement le développement donc, de l'international et notamment en matière de santé, puisque nous avons donc différents textes qui font que l'Université de La Réunion doit faire rayonner son territoire au sein de son bassin géographique, dans le cadre du Code de l'éducation, dans le cadre de différentes lois, notamment la loi ESR, est servi bien évidemment par un soutien donc, des collectivités locales, et en particulier donc, de la région Réunion, qui s'est vu bien évidemment accroître ses compétences en 2015 et en 2016. Voilà, sans compter que nous insérons donc dans les nouveaux schémas régionaux, comme notamment le CEFOR, voilà, qui est conduit donc, par la région Réunion, et certains plans donc, régionaux de santé. Voilà, des dispositions également spécifiques, notamment pour favoriser donc, le recrutement de stagiaires associés, mais nous aurons sans doute l'occasion d'évoquer cela demain dans le cadre de l'atelier de coopération régionale. Une stratégie internationale au sein de l'université qui a été renforcée, qui est ciblée et visible. L'objectif de cette université, c'est de devenir vraiment l'université française et européenne de référence sur l'axe Afrique-Asie. Et pour ce faire, nous avons donc renforcé les capacités donc, de la direction des relations internationales pour vous servir, puisque donc on a mis en place une cellule ingénierie de projet qui peut vous accompagner donc, dans le montage notamment de formations internationalisées. Voilà, que ce soit au titre de la formation continue ou au titre de la formation initiale. Un soutien linguistique, la question des langues est un sujet qui est important, donc on pourra aussi peut-être en rediscuter dans le cadre de l'atelier de coopération régionale. Et puis une augmentation et diversification des moyens de mobilité, à la fois pour nos étudiants, à la fois pour nos personnels, puisque nous mobilisons aujourd'hui plus de 1,5 million d'euros par an pour justement pouvoir permettre le financement donc, de la mobilité étudiante et de nos personnels en Europe, mais également dans le cadre de la zone océan Indien, puisque nous avons pour objectif de créer un programme de mobilité régionale qui est soutenu donc, par la région Réunion, puisque nous avons donc récemment eu un avis favorable de la commission permanente et un accompagnement de l'État dans le cadre du livre bleu Outre-mer. Pour servir également cette stratégie d'internationalisation, nous avons conclu un certain nombre d'accords internationaux. Aujourd'hui, donc plus de 150 accords internationaux et européens. Et puis une intégration donc, dans différents réseaux internationaux, comme par exemple l'Agence universitaire de la francophonie, des réseaux nationaux d'influence, Campus France, voilà, le bureau des vice-présidents des relations internationales et l'intégration donc, de différentes délégations donc, dans le cadre de la zone océan Indien. Pour vous donner quelques éléments de bilan, et je voudrais vraiment rendre hommage là pour le coup au dynamisme et au rayonnement de l'UFR Santé et des équipes de recherche, quelques éléments clés. Donc, nous avons plus d'une dizaine de conventions internationales qui ont été conclues donc, dans ce domaine, que ce soit bien évidemment avec l'Europe ou dans la zone océan Indien et plus loin notamment avec le Brésil. Un nombre élevé d'étudiants internationaux formés, comme vous pouvez le voir, 299, dont 233 donc, qui sont issus de la zone océan Indien. Une diversité des coopérations internationales et régionales en formation, puisque nous avons une formation délocalisée donc à Maurice en médecine d'urgence. Nous avons donc un partenariat notamment avec le Liban. Et puis, bien évidemment, une richesse des coopérations donc, régionales et internationales en matière de recherche, puisque donc nous sommes présents sur, je dirais, 4 grandes zones géographiques. Mais là encore, nous pourrons détailler tout cela demain après-midi.
Enfin, quelle perspective qui s'offre à nous? C'est évident que la position de l'UFR et des équipes de recherche est appelée à se renforcer sur le plan international. Tout d'abord, des perspectives en termes de mobilité étudiante, puisque l'UFR souhaite développer les accords Erasmus, notamment donc, avec 4 nouveaux partenaires en Belgique. Également des projets de formation internationalisés, ça sera je pense tout l'enjeu de l'atelier de demain, de savoir donc que faire donc en termes de formation pour la médecine générale communautaire avec Madagascar, la médecine générale notamment donc avec Maurice, et puis au-delà je dirais des pays francophones, peut-être également s'interroger sur l'exportation de notre savoir-faire à destination des pays anglophones, puisque là, nous sommes saisis pour faire du renforcement de capacité au Kenya, en Éthiopie et également donc en Afrique du Sud. Voilà, enfin en matière de recherche, là encore, nous avons rencontré les universités chinoises pas plus tard qu'il y a 10 jours et il y aurait des opportunités qui pourraient aussi se développer dans cette direction, et notamment avec l'université chinoise de Wuhan, qui fait partie donc du top 42 des universités chinoises, qui est adossée à un hôpital francophone. Voilà, donc pour vous dire que nous sommes bien évidemment à votre service pour vous accompagner dans vos projets, et soyez assurés de toute notre gratitude. Merci. Bonjour, je suis François Chiez, excusez-moi. Je suis médecin, je suis directeur à l'ARS en charge de la veille et sécurité sanitaire, de santé environnement et de la coopération. Et je représente la directrice générale qui est hors département. En tout cas, c'est probablement parce que je suis le médecin du COMEX que je suis auprès de vous. En tout cas, je suis très heureux pour l'initiative de ce jour comme les initiatives précédentes. Donc, bravo aux participants qui sont en nombre. Bravo bien sûr aux organisateurs que l'on suit depuis le départ et qu'on continuera à suivre bien sûr. Bravo à celles et ceux qui avec l'ARS soutiennent cette initiative. Bravo à ceux qui travaillent en termes effectivement de recherche, vous l'avez souligné Madame la doyenne, et puis sur un certain nombre de sujets. J'insisterai sur des points très courts, puisque tout a été dit, on arrive trop tard. Donc, sur le principe, c'est que effectivement, le Collège des généralistes enseignants de l'océan Indien ont cette mission de mobilisation, de formation et de fédération des médecins généralistes qui accueillent des internes en stage, et ça nous intéresse beaucoup en termes de politique de santé publique en région, et donc on continuera bien sûr à appuyer cet aspect. La thématique du jour qui consiste effectivement à travailler sur soignons notre communication. Je pense que, alors là c'est un petit peu mon propre historique dont je pourrais parler, mais je vais faire très très court. C'est que je me suis rendu compte depuis de nombreuses années, les cheveux blancs en témoignent, qu'à un moment donné, on avait malgré tout une aura probablement plus forte que celle que l'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le doute, c'est un certain nombre d'interrogations. Probablement, c'est en partie de notre faute. Je pense qu'on a oublié d'être à l'écoute. J'ai été pendant toute la période lourde du sida à la Salpêtrière et on était en lien direct avec les patients. On n'en savait pas beaucoup plus qu'eux-mêmes. Et puis, fort heureusement, les choses se sont améliorées et on n'avait pas cette communication. Et aujourd'hui, tout est remis en cause. J'entendais encore sur une radio que j'aurais dit que la dengue ne donnait aucun symptôme et qu'il n'y avait pas de symptômes douloureux. Ça tombe mal, j'ai attrapé la dengue dans la Caraïbe anglaise, donc je sais de quoi je parle, et ça peut être douloureux et fatigant et avoir des symptômes. Donc on voit bien que les fake news sont réellement un sujet, qu'on est effectivement sur des fausses croyances. Je ne rentrerai pas sur le sujet du vaccin, je ne rentrerai pas sur tous les autres sujets, mais on a besoin manifestement de retisser un lien, et c'est vous qui pouvez le faire, avec la population, parce que effectivement des choses ne sont pas dites, ou des choses sont dites, ou on a l'impression de ne pas être dites, et après effectivement on rentre soit sur un extrême populiste, soit sur peut-être des choses qui n'ont pas été suffisamment expliquées. Hier, on a, et c'est l'occasion aussi de ces congrès,
de rencontrer avec Christine Kowalczyk, Joël Spirou, les perturbateurs endocriniens. C'est un sujet qui me tient à cœur pour de multiples raisons, et je pense que ce sont ces sujets-là qu'il faut pouvoir aborder avec tous les autres, de telle sorte que il y ait une relation de confiance que vous avez en tête-à-tête, et c'est ce qu'on disait, avec vos patients, mais qui, quelquefois, dès qu'ils sont sur une radio, une télévision ou ailleurs, sont amenés à mettre en cause, et Internet n'aide pas. Et je pense que le thème de Soignons notre communication est fondamental. Je m'arrête là sur ce sujet. Je voudrais juste dire que oui, c'est important parce que le CGEOI a participé l'année dernière à une étude commandée et financée par nous-mêmes, Gramoun Care, sur la situation sanitaire et sociale des personnes âgées vivant à domicile. C'est quand même 800 personnes âgées qui ont été suivies, c'est 4 projets de thèse qui sont en cours, et donc on continuera dans ce sens. Il y avait un autre projet qui aussi a eu un financement comme Prédiabrin sur une cohorte de patients prédiabétiques. Donc on a des possibilités à l'ARS d'accompagner effectivement ces actions, puisque c'est ce qu'on a fait l'année dernière, et on le fera les années à venir. Donc merci d'être présent, merci d'être attentif effectivement à tout ce qui peut se mettre en place. Vous avez les principaux acteurs, financeurs à la table et là au micro. N'hésitez pas à les souligner. Puis encore merci à celles et ceux qui viennent de métropole, qui viennent des îles voisines. On attend Mayotte et on attend les Comores qui ont été retardés, et c'est un élément important. Il faudrait aussi probablement, et ça c'est en tant que représentant pour la COI, réfléchir à ce que l'on peut faire avec la Commission Océan Indien. En tout cas, très bons travaux, et bravo à vous toutes et à vous tous. Bonjour à tous, chers confrères, puisqu'il se trouve que je suis ophtalmologiste, je suis installée au tampon, donc médecin, mais aussi vice-président de la région Réunion, donc particulièrement concerné par la conférence qui se tient ce matin, puisque vous le voyez, la région Réunion a collaboré en tant que financeur en particulier à cette conférence. Donc bienvenue à vous, je suis vraiment heureuse d'être là pour ce 10e anniversaire avec un thème sur la communication. Communication en médecine, bien évidemment que ça fait partie de la médecine tout simplement. Et pour moi, c'est quelque chose de tout à fait fondamental parce que c'est, en tout cas en ce qui me concerne, l'origine du plaisir que j'éprouve encore à consulter. C'est cette communication avec les patients, c'est ce que je leur apporte certainement, mais aussi ce qu'ils m'apportent. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on ne se lasse pas, ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis installée en libéral, on ne se lasse pas de rencontrer des gens. C'est vrai qu'on les rencontre à travers leur pathologie, mais c'est vrai qu'après on les connaît pour ceux qui sont. Et c'est aussi pour cela certainement qu'un certain nombre de médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, ont envie à un moment de les accompagner plus loin, parce qu'on a communiqué avec eux, parce qu'on les a rencontrés et qu'on a envie de les accompagner dans le monde associatif et puis peut-être au-delà dans le monde politique. Donc cette communication-là, pour moi, elle est essentielle. Et autant je suis sensible aux nouvelles technologies, et notamment dans les technologies qui permettent d'avoir des dossiers médicaux à jour et en permanence et partout dans le monde, autant je suis sensible aussi au temps que ça peut dégager pour parler tout simplement. Donc des congrès comme aujourd'hui, c'est essentiel parce qu'on parle entre nous, entre soi, mais c'est tellement important de parler dans son cabinet à une personne qui vient vous voir parce qu'elle est en souffrance, mais en même temps qui vous apporte tellement de choses. Donc bravo en tout cas pour ce choix sur la communication qui me paraît essentiel. Le deuxième thème, c'est donc la possibilité de mettre en place de la coopération dans la zone océan Indien. La zone océan Indien est notre bassin de peuplement, c'est notre lien historique et géographique. La médecine fait partie des liens qu'on noue avec cette zone, comme peut l'être l'art culinaire ou l'art tout court ou le sport. Mais ça me paraît essentiel, bien évidemment, qu'on travaille ensemble, comme on l'a fait par le passé avec Madagascar, par exemple, sur des liens très forts, qu'on recommence à travailler sur la médecine
ensemble. Donc cette volonté mise en évidence, enfin portée et par par Alain Domergue et par Pierre Coste en particulier, par Monsieur Franco, d'une coopération, de pouvoir échanger des internes dans la zone océan Indien, me paraît essentiel. Je tiens à préciser, par les temps qui courent, que M. Pierre Coste n'a aucun lien de parenté avec moi et donc je n'ai aucun conflit d'intérêt. Voilà. Donc, ceci dit, je suis vraiment, moi, très, très sensible à ça. Je pense que c'est vraiment, il faut aller vers ça. Il faut que l'ARS nous accompagne. Il faut que l'ARS les aide, nous aide à faire en sorte que ces stages, monsieur de l'ARS ne m'écoute pas, mais j'attends qu'il m'écoute. Voilà, j'attends qu'il m'écoute pour que le message soit sûr qu'il est bien passé. Voilà. Donc, que l'ARS et l'université nous accompagnent pour que les stages des internes réunionnais qui seraient faits dans un pays tiers, Madagascar ou ailleurs dans la zone, soient pris en compte et dans le cursus de formation, c'est-à-dire qu'ils soient validants, parce qu'on aurait en amont validé la qualité des formateurs dans le pays tiers, Madagascar ou autre, hein, qu'ils soient validants et qu'ils soient payés. Voilà, donc voilà le message moi que je voulais faire passer. C'est comme ça qu'il faut envisager les choses, c'est une vraie coopération. C'est une vraie coopération. Je pense que il y a des choses extraordinaires qui se passent dans la zone. L'autre jour, pas plus tard qu'il y a 3 semaines, on a été mis en relation avec les Seychelles. Savez-vous que les médecins séchellois, d'abord il n'y a pas de médecins généralistes installés en privé, ils sont à l'hôpital ou dans des dispensaires, et ils sont formés à Cuba ou dans les pays de l'Est. Aujourd'hui, là, au jour où on se parle, il y a certainement quelque chose à faire, comme on l'a fait d'ailleurs pour les infirmiers, c'est déjà en route pour les infirmiers, pour la médecine, et il paraîtrait quand même plus logique que nos amis séchellois, avec qui vous savez, on a des liens très forts, beaucoup de familles réunionnaises ont de la famille aux Seychelles, ont émigré aux Seychelles, il serait quand même quelque part intéressant à notre époque que des médecins séchellois puissent, si ce n'est être formés, mais au moins venir faire des stages chez nous, dans notre bassin océanique, dans notre bassin de vie, dans notre bassin de peuplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je suis sur ces 2 thèmes, la communication et puis la formation dans la zone, bien évidemment très sensible à ce que font les instances de nos professions, parce que je crois que quelque part, bien évidemment, la coopération avec l'ARS, la coopération avec l'université est essentielle, importante. Néanmoins, quelque part, il n'y a personne de mieux que les professionnels pour dire de quoi ils ont besoin et de quoi, de par leur expérience, aussi certainement les jeunes générations ont besoin. Donc cette écoute-là, cette communication-là entre les instances décisionnaires, la région, l'université, l'ARS, il faut l'avoir. Il faut l'avoir parce qu'il ne faut jamais négliger les associations en médecine. C'est extrêmement important, le monde associatif, mais vous l'avez déjà compris, vous les internes qui êtes là, puisque vous êtes là aujourd'hui. On n'est pas une profession très organisée, on est de mieux en mieux, mais ce n'est pas dans notre ADN, certainement, d'être très bien organisé comme le sont d'autres corps de métier. Néanmoins, tout ce monde associatif, toute cette énergie qu'on peut mettre en commun pour créer, pour construire la médecine de demain, qui est en pleine évolution, qui va forcément changer, où on se fait aider par des machines, mais où l'humain doit rester au centre de nos préoccupations. Et puis cette notion de plaisir, dont il faut parler aussi, parce que c'est un plaisir, vraiment, de faire la médecine. C'est un vrai plaisir. Voilà, à vous qui êtes jeunes et qui commencez, c'est ce que je voulais vous dire. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc je ne déclare aucun conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Par contre, je déclare un lien d'intérêt avec Vanessa Palma, puisque dans le cadre du programme scientifique, elle vous a invité à réfléchir à l'indépendance professionnelle. Vous avez certainement été sollicité pour remplir des petits post-it. Aucun lien d'intérêt avec la marque Post-it. Elle vous donne donc rendez-vous à 17h15 dans la salle business pour débattre de cette indépendance professionnelle dans le cadre de la maîtrise de stage et de la charte des messieurs. Donc bienvenue au 3e congrès de médecine générale de l'océan Indien. Le comité scientifique, Philippe, qui était coprésident avec moi, nous sommes très heureux de vous accueillir. Les sessions ont débuté ce matin en espérant qu'elles vous ont apporté des éléments utiles à votre pratique actuelle et future. Un point d'information par rapport aux sessions postères qui sont
incluses donc dans le programme au niveau des pauses. Donc ça peut surprendre, mais n'hésitez pas à prendre un café et à continuer à apprendre, à communiquer avec les uns les autres autour des posters. Donc elles sont notifiées dans le programme, donc jeudi à 15h, 17h également, et demain, donc 10h30 et 15h30. Les posters seront affichés pas très loin de l'endroit où vous avez pris vos badges ce matin. Donc, comme vous le constatez, cette cérémonie d'ouverture comprend plusieurs acteurs incontournables et le temps de parole est contraint. Alors, la consigne était de dire les choses en un mot. Un défi pour un congrès centré sur la communication. Parce qu'un mot, c'est court, mais l'important, ce n'est pas ce que l'on dit, c'est ce que l'autre retient. Alors, pourquoi pas en un mot? Un mot, ce n'est pas rien. Pour reprendre les mots de Raymond DeVos, rien moins rien, c'est moins que rien. Donc, rien, c'est pas rien. Alors, en un mot, c'est quand même court pour décrire le travail du comité scientifique qui a sélectionné 69 abstracts à présenter aujourd'hui. Il y avait de nombreuses soumissions. Décrire l'élaboration du programme et les discussions passionnantes qui ont fait le lit de sa construction. Voilà, un mot, c'est court. Mais un mot, c'est vraiment trop court pour décrire la richesse du programme centré sur la communication, dans le soin, l'enseignement et la recherche. Un silence, peut-être? Pour mieux communiquer? L'atelier silencieux vous est proposé à 17h15 et il sera limité à 16 personnes. Qu'on se le dise. Il faudrait 1000 mots pour remercier Marie-Thérèse Lucier et Claude Richard d'avoir franchi plusieurs océans pour communiquer avec nous et nous apprendre à communiquer avec les patients, leur entourage et plus largement les personnes. D'ailleurs, ils sont très forts. Ils n'ont pas encore dit un mot et ils ont déjà communiqué par leur seule présence. Un mot, c'est court pour remercier le professeur Jacques Bello pour son action décisive dans le développement de notre filière médecine générale, combat qu'il a mené avec d'autres pionniers de la médecine générale qui seraient trop longs de citer tellement ils ont été nombreux. Un mot pour notre doyen, cher Pascal, qui nous accompagne avec pertinence dans la poursuite de ce développement. Un mot pour Jean Joyer, qui fête avec nous les 10 ans de notre collège, qu'il a fondé avec Jean-Marc Franco. Un collège dynamique, entreprenant à l'image de ses présidents, et Alain Domergue en a témoigné tout à l'heure. Un mot pour remercier tous les acteurs assis autour de cette table de leur soutien. Donc, ils vont bientôt signer des accords, si j'ai bien compris. Et un mot pour vous remercier d'être venus de l'ensemble de la zone océan Indien, avec des retrouvailles chaleureuses, et de métropole également, pour participer avec nous au rayonnement de notre discipline au service des personnes. Pour clôturer mon propos, et en prévision de la soirée de gala, qui permettra à chacun et chacune d'explorer d'autres modes de communication, je laisse les mots de la fin à un philosophe moderne, porteur de handicap. Viens danser sous les sunlights des tropiques. L'amour se raconte en musique, alors viens danser. Merci. Hello, je suis Olivier Saint-Lary, vice-président du CNGE. Mesdames, Messieurs les présidents, vice-présidents, présidents honoraires, Madame le doyen, Monsieur le directeur de la veille sanitaire et de la sécurité sanitaire de l'ARS, chères consoeurs, chers confrères. En moins de 10 minutes, je voudrais vous raconter 10 ans. Il va falloir soigner la communication. Alors pour cela, je vais commencer par partager avec vous une anecdote qui m'a profondément marqué et qui a eu lieu il y a près de 10 ans. À cette époque, le Collège des généralistes enseignants de l'océan Indien venait à peine d'être créé. Il n'existait pas encore de département universitaire de médecine générale à La Réunion. Cette anecdote s'est déroulée lors du congrès du CNGE à Bordeaux. Certains d'entre vous étaient d'ailleurs probablement présents également. J'étais jeune chef de clinique des universités de médecine générale, essuyant un certain nombre de plâtres avec quelques dizaines d'autres confrères et n'ayant aucune idée de quoi l'avenir serait fait, mais j'étais heureux.
J'étais heureux de faire partie de cette aventure car convaincu de la nécessité de développer l'enseignement, la recherche et la visibilité de notre discipline. J'étais déjà à l'époque convaincu que les problèmes d'accès aux soins premiers étaient en grande partie liés à l'absence de la médecine générale au sein de l'université. Je suis toujours assez surpris que l'on s'étonne du manque de médecins généralistes dans les territoires. Pendant des dizaines d'années, un même message d'une étonnante constance a été délivré dans de nombreuses facultés aux étudiants en médecine. Ce message disait en substance « Travaille pour réussir brillamment ton internat, ton ECN, peu importe. Travaille, sinon tu finiras médecin généraliste dans les territoires. » Et aujourd'hui, oh, surprise, nous manquons de médecins généralistes dans les territoires. Ayant été formé dans une faculté parisienne où ce discours était particulièrement prégnant et assumé, j'étais heureux d'intégrer une nouvelle université dans le cadre de mon clinica et de découvrir un département de médecine générale dynamique, une véritable communauté de médecine générale qui partageait une vision ambitieuse pour les soins premiers et qui œuvrait, non sans difficulté, pour la mise en place d'une véritable filière universitaire de médecine générale. La dynamique créée était puissante, les liens tissés entre les acteurs de la filière étaient solides et nous étions tous convaincus d'œuvrer avant toute chose pour l'amélioration de notre système de santé. Cependant, si nous souhaitons être parfaitement sincères dans ce que Bourdieu pourrait appeler notre auto-socio-analyse, il nous faut reconnaître que parfois, certaines tutelles, dans leur obstination déraisonnable à prôner une forme d'immobilisme, ont pu, à leur corps défendant, nous souder encore davantage, car quoi de plus efficace pour souder un groupe que de désigner un ennemi commun ? Nous avons tous parfois été tentés par cette approche simpliste qui consisterait à s'identifier à un « nous » et à s'opposer à un « eux ». Et je dois vous avouer que cette tendance manichéenne ne m'était pas totalement étrangère il y a près de 10 ans lors du congrès du CNGE de Bordeaux. Cette tendance me faisait voir la vie en deux camps. Nous, les médecins généralistes, idéalement enseignants, et eux, les ministères, les doyens, le CNU, enfin globalement tout ce qui se rapprochait d'une forme d'autorité qui pourrait décider sans nous, de l'avenir de la filière. L'intervention que je vais résumer qui a eu lieu lors de ce congrès émanait typiquement de l'un d'entre eux. Il était issu du milieu hospitalier, il avait été doyen, président d'université, président de sous-section de CNU, président de section de CNU, et il allait s'exprimer pour nous. Pour ne rien vous cacher, je m'attendais à un discours assez convenu. Vous savez, la filière universitaire est particulièrement exigeante. Ne vous faites pas trop d'illusions, mais ne vous en faites pas, vous êtes et vous resterez le pivot du système de santé. Méfiez-vous du pivot. À force de pivoter, on perd parfois le nord. Mais le discours que j'ai entendu alors n'avait rien de convenu. Il a commencé par louer notre patience vis-à-vis des tutelles et nous a confessé ne pas disposer en quantité suffisante de cette qualité. Il nous a alors exhortés à exiger la place qui devait nous revenir naturellement à la médecine générale au sein de l'université. Il nous a rappelé avec force la nécessité de développer une première ligne de soins solide dans un système de santé organisé. Ce discours, c'est le professeur Jacques Bello qui l'a tenu. Vous ne pouvez pas imaginer la confiance que vos paroles ont pu donner à l'ensemble des acteurs de la filière universitaire de médecine générale qui étaient alors présents. Soigner la communication, c'est aussi savoir remercier quand il le faut. Alors, monsieur le professeur Jacques Bello, du fond du cœur et au nom du CNGE, merci. Grâce à vous et à tous ceux qui ont permis le développement de la filière universitaire de médecine générale, nous avons fondamentalement fait évoluer le paysage des soins premiers français ces 10 dernières années. Quelques chiffres rapidement pour illustrer cela. Congrès de Bordeaux, justement, 2011, 5000 maîtres de stage des universités en France. Premier congrès de l'océan Indien, 2013, 6700 maîtres de stage des universités. Deuxième congrès de l'océan Indien, 2016, 8500 maîtres de stage des universités. Troisième congrès, aujourd'hui, 10 736 maîtres de stage des universités. En moins de 10 ans, nous avons plus que doublé le nombre de MSU avec des conséquences fortes. En termes de soins, nous savons aujourd'hui que les pratiques de soins des MSU
sont plus pertinentes que celles de leurs confrères non MSU sur un certain nombre d'indicateurs, comme par exemple sur la prescription d'antibiotiques. En termes d'enseignement, le choix fort qui a été fait d'anticiper la bascule du paradigme d'enseignement vers un paradigme d'apprentissage est aujourd'hui salué par l'ensemble des disciplines médicales comme un choix précurseur. La réforme du 2e cycle actuellement en cours s'inspire de cette évolution et la médecine générale devra y jouer son rôle pleinement. Enfin, en termes de recherche, qui eût cru, il y a à peine 10 ans, que les médecins généralistes français publieraient dans le JAMA ou dans le BMJ? Qui eût cru que le nombre de publications indexées serait multiplié par 3 entre 2011 et 2018? Qui eût cru que les généralistes universitaires seraient plus de 100 à avoir validé un Master 2 de recherche, plus de 50 à avoir validé une thèse de sciences et plus de 10 une HDR? Qui eût cru que le réseau national d'investigateurs du CNGE serait associé à des projets de recherche européens, notamment dans le cadre de projets H2020? Le chemin parcouru en à peine 10 ans pour notre discipline a été extraordinaire. Extraordinaire, mais encore fragile. Il est de notre devoir de rester vigilants car nous ne sommes jamais à l'abri d'une mauvaise idée. Par exemple, l'idée de la coercition pour ce qui concerne l'installation des jeunes médecins est typiquement une fausse bonne idée. Cette réponse simpliste au problème d'accès aux soins aurait un effet dévastateur sur l'attractivité de la médecine générale et risquerait d'aggraver la situation actuelle. Nous partageons tous la préoccupation de nos concitoyens et de nos élus afin d'améliorer l'accès aux soins. Mais d'autres solutions existent. Mettons ensemble en place la 4e année du DES de médecine générale. Faisons le pari de notre intelligence collective qui saura allier les projets professionnels des internes et les besoins de la population. Cette 4e année professionnalisante constitue un formidable levier pour l'installation des futurs confrères. Il existait juste là une principale limite pour sa mise en place, le nombre d'encadrants et de maîtres de stage des universités. 12 000 maîtres de stage des universités sont nécessaires pour pouvoir assurer une supervision de qualité sur l'ensemble du territoire. Grâce à nos efforts, à tous, si nous parvenons à maintenir notre formidable dynamique de croissance du nombre de MSU, nous y serons d'ici 3 ans, en 2022. 2013, 2016, 2019. Il me semble comprendre que la périodicité du Congrès francophone de médecine générale de l'océan Indien nous amène tout droit en 2022, alors je vous donne déjà rendez-vous à cette date en espérant que nous pourrons célébrer ensemble une nouvelle étape historique pour les soins premiers et pour la santé des populations. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. Merci beaucoup. Merci de votre aide. Vous avez vu que ça a été nécessaire, que je suis maintenant un vieux crouton, mais que néanmoins, je suis heureux de vous voir toutes, d'abord parce qu'il y a beaucoup de filles, et je suis heureux de ce féminisme, et beaucoup à tous. Il nous a été recommandé de ne pas faire de congratulations. Je vais quand même dire quelques mots de remerciement. Merci à Jean-Marc Franco, à Alain Domergue et à Pascal Guiraud, qui m'ont invité à participer à ce congrès. C'est un honneur. Je suis heureux d'être avec vous. J'ai été cité à plusieurs reprises de manière tout à fait, sans doute excessive, qui a pu paraître en tout cas étrange, en tout cas aux plus jeunes qui n'ont absolument pas, qui se demandent de quelle époque nous parlons. C'est vrai que, en quelques minutes, en plus de cette période déjà hypoglycémique, je voudrais quand même relativement être le plus concis possible. Donc, vous raconter un peu, vous dire quelques mots et pourquoi je suis là. Parce que Jean-Marc Franco, en particulier, quand vous m'avez invité, vous m'avez envoyé un petit mot d'invitation, vous m'avez souhaité me remercier du soutien actif que j'aurais apporté au développement de la discipline, ça a été dit à plusieurs reprises par certains d'entre vous, et me montrer ce que vous et vos collègues, je salue M. Joyeux en particulier, avez fait de l'héritage que je vous ai laissé. Alors, ces quelques mots, cette référence, c'est une référence à une époque que les moins de 20 ans, comme on dit, et même les moins de 40 ans ne peuvent avoir connue. Tout à l'heure, je rencontrais un jeune médecin des vôtres qui est installé à Saint-André, et je me suis permis de lui demander son âge. Il était né en 84. En 84, c'est le début de la mise en place de l'internat de médecine générale ici. Alors évidemment, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte et de quelle période il parle? Alors, si je veux revenir, non pas de façon détaillée, c'est impossible, mais vous expliquer les choses, il faudrait en fait revenir au moins 60 ans en arrière. 60 ans. Mais toute la vie que j'ai connue, moi, en tant que jeune interne à l'époque, en cours d'études, quand j'ai rencontré
M. Debré, le père, et sa fameuse réforme. C'était donc la réforme Debré, la réforme des CHU, le boom des spécialités d'organes, l'explosion des examens complémentaires, la régression sévère de la médecine générale, la faiblesse de la formation praticienne, la médiocrité du stage interné, et on ne parlait pas d'internat à cette époque. Et puis, il y a eu un regain vers les années 80, un regain qui a été la création des premiers départements de médecine générale. Bordeaux a été un de ceux-là. J'ai dirigé ce département pendant une vingtaine d'années, avant le relais des plus jeunes. Mais il y a eu Tours, Nancy, Créteil, Bichat. Et là, il y a eu quelques pionniers, en général totalement incompris, parfois méprisés par leurs collègues. Pionniers universitaires et hospitaliers, surtout des internistes, je dois dire, mais pionniers libéraux et surtout des associations de formation médicale continue avec lesquelles j'ai beaucoup travaillé par la suite. Et j'ai eu la chance, l'occasion de m'impliquer très fortement dans ce mouvement, tant à l'université de Bordeaux, à l'époque c'était Bordeaux 2, que sur le plan national. Et outre-mer, les choses ont bougé en fait dès 1978 aux Antilles et en Guyane. Mais par contre, à La Réunion que j'ai découverte en 1982, j'étais alors, c'est tout à fait épisodique si on peut dire, chargé de mission d'Om-Tom au ministère de la Santé, mais peu importe. Puis en 84, quand Bordeaux s'est vu confier la responsabilité du 3e cycle ici à mettre en place, tout était à faire. Il n'y avait rien. C'était très simple. Dans les hôpitaux, lors de mes premiers contacts, et qui ont été assez rudes, j'ai entendu des phrases du style « Nous ne sommes pas universitaires, nous ne sommes pas payés pour ça, on n'a pas le temps de s'occuper des étudiants, laissez-nous nos VAT, les VAT volontaires à l'aide technique. » C'était en plus très bien, puisqu'en plus ils étaient payés par les armées. Donc j'ai trouvé des relais. Il n'y avait pas d'ARS, monsieur le directeur, à cette époque, mais j'ai trouvé des relais à la DRAS, à la DAS d'ailleurs, car la DRAS n'existait pas encore. Je veux citer 2 noms de médecins inspecteurs régionaux qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont fait connaître le docteur Jules Vez, disparu, et le docteur Siste Blanchy. Et puis dans les hôpitaux, quelques praticiens qui ont bien voulu travailler avec moi, avec nous, Jean-Claude Combe à Saint-Denis, Catherine Mimran à Saint-Pierre, et certains directeurs. Et on a réussi à faire triompher notre objectif, c'est-à-dire à faire ouvrir quelques postes budgétés d'internes, parce que tout ça, c'est pas le tout de vouloir créer des choses, il faut avoir le budget. Et le budget, il faut le trouver quelque part, et l'arracher à la tutelle, effectivement, aux tutelles, enfin tout le monde connaît ça par cœur. Et surtout qu'il n'y avait aucun budget venant de Paris. Et à Paris, on m'a même dit, j'ai rencontré des conseillers du ministre, de l'enseignement supérieur, je dois dire, qui m'ont dit, mais enfin, pourquoi tu te bats pour la Réunion? Est-ce que tu es sûr qu'il y a des hôpitaux à la Réunion? Enfin, passons. Et d'ailleurs, certains croyaient que les réunions, c'était dans les Caraïbes. C'est un autre problème aussi. Donc, on a réussi à faire triompher, combattre tous les jours notre objectif, et faire ouvrir donc des postes d'internes, et surtout à n'affecter dans ces postes que dans des services formateurs, reconnus chaque année par des commissions locales. Services formateurs, ça veut dire qu'il y avait des services non formateurs. Et ça aussi, il fallait l'expliquer à ceux qui bénéficiaient, si on peut dire, de cette étiquette. Mais à l'époque, en 84, j'étais heureux et fier, on a pu, je me souviens du chiffre, faire affecter 80 internes. Il y en a 400 maintenant, vous voyez l'explosion que vous avez obtenue. Mais enfin, tout ça pour dire qu'il a fallu attendre la loi de 2002 pour annoncer la création d'une filière universitaire de médecine générale, et en 2004, la création de la subdivision de l'océan Indien. Tout ceci paraît évident, mais ce n'était pas évident à l'époque, et tout ça a pu être obtenu en se battant auprès des ministères pour que les textes paraissent. Parce que hier, j'entendais Jean-Marc Franco faire une réflexion en disant « mais le texte, etc., il faut... » C'est pas compliqué. Si vous voulez qu'un texte soit modifié, mais il faut monter et le faire modifier, parce qu'il y a quand même une administration qui est tout à fait cohérente et compétente et avec laquelle on peut expliquer les choses, et à partir de la loi, les décrets, les arrêtés d'application, les décrets d'application, cela peut également se modifier. Sinon, rien n'aurait été fait si on ne s'était pas battu ainsi, avenue Duquesne, bon. Et ensuite, à l'époque, tout ceci a été créé
alors que nous ignorions, nous n'avions aucun contact avec des éventuels généralistes susceptibles d'accueillir en stage des étudiants. Quant à l'Université de La Réunion, ma chère Pascale, elle a longtemps paradoxalement ignoré la santé. Paradoxalement, car en 1977, la faculté de Marseille avait mis en place une première année de médecine pour répondre aux demandes essentiellement des parents, des bacheliers qui s'engageaient dans les études médicales, et également les tutelles, conseil régional et conseil des départements s'étaient beaucoup battus pour la création de cette première année. Mais il s'agissait d'une délocalisation pure et simple des enseignants marseillais, sans implication de l'Université de La Réunion. Et en 1984, quand Bordeaux est devenu responsable du troisième cycle, Marseille a dénoncé la convention et on s'est retrouvé ainsi, je dirais, en pleine année 1984, sans soutien, et il a fallu à ce moment-là que l'on prenne la relève. Mais cette première année est restée très longtemps fragilisée par l'absence d'un numerus clausus dédié, qui a été attribué seulement en 2001, et encore parce que les Antilles, merci à elles, avaient pu en bénéficier en 1998. Et c'est cette attribution de ce numerus clausus qui a déclenché la création du département des sciences médicales en 2001, pas décisif avant précédant la création de l'UFR Santé en 2010, comme cela a été dit tout à l'heure. Et à partir de là, tout s'enclenche. En 2001, le premier numerus clausus, vous allez rigoler, il était de 10. Faisant en 2005, 22 pour 350 inscrits. C'était le P1 le plus sélectif au niveau national. Donc, vous voyez d'où vous êtes partis, d'où nous sommes partis. Et là, c'est à ce moment-là que les bouleversements ont approché. Quelques enseignants de l'Université de La Réunion commencent à s'y investir. Les premiers maîtres de stage, 4 ou 5 au début. Je suis impressionné par le nombre que vous avez cité tout à l'heure. Et c'est le début du portfolio, c'est le début du ça se passe. Et on obtient en effet la création d'une option de médecine générale au sein du Conseil national des universités. C'était d'abord une option, premier pas avant la sous-section 9503 à côté de la médecine interne que j'ai longtemps moi-même présidée. Et tout ceci, étape franchie avec mes amis Pierre-Louis Druet et Vincent Renard, dont je regrette beaucoup l'absence aujourd'hui, mais que je salue de loin par l'intermédiaire de M. Olivier de Saint-Lary. Et en 2007, puisque j'aurai fini de raconter l'histoire, excusez-moi, en 2007, un directeur général du CHR de La Réunion est nommé, et c'est à partir de ce moment-là où je rencontre très régulièrement Jean-Marc Franco, un combatif, lui aussi, qui espérait bien alors devenir le premier maître de conférence universitaire de médecine générale de La Réunion, et qu'il est effectivement devenu, et maintenant professeur. Voilà. Et c'est en 2008, mon dernier voyage que j'ai effectué, et ici même, donc il y a maintenant presque 10 ans. J'ai parlé que de La Réunion, je n'ai pas parlé de Mayotte, dans lequel je me suis également, bien sûr, pas mal impliqué depuis les années 98-99, et on a commencé à y affecter des internes. Je suis parti à la retraite, mais je suis resté très attentif à tout ce qui se passait ici. La création de l'UFR Santé en 2010, sous la responsabilité donc de Pascal Guiraud et de Jimmy Silambarom, la création du CHR et du CHU en 2012, la nomination des premiers PUPH et MCUPH, 28 vous avez dit je crois, la nomination comme professeur, je l'ai déjà dit, de Jean-Marc Franco en 2016, l'augmentation croissante des maîtres de stage et des généralistes enseignants. Ceci, c'est votre histoire et c'est à vous à la raconter. Alors, puisque le président du Conseil régional, à juste titre, a particulièrement insisté sur ce sujet, celle de l'environnement, je voudrais dire qu'effectivement, ça a été pour moi un élément essentiel. Vous avez ici la chance à La Réunion d'avoir des relations francophones faciles avec ceux qui vous entourent. Pendant 3 décennies, j'ai travaillé très étroitement moi-même avec l'Institut de santé de Pamplemousse, enfin à l'île Maurice, et avec son université. Puis à partir de 1992, avec Madagascar, on est passé par des phases successives de création d'un internat qualifiant, d'un clinica, maintenant d'une agrégation, et je salue tout particulièrement mes amis, le doyen Luc Samisson et la doyenne, on dit comme ça quand même, je pense, Madame le doyen, Danielle Valolon-Lociana, une de mes anciennes élèves, aujourd'hui qui lui succède,
et car je crois qu'effectivement la collaboration avec Madagascar qu'on a pu mettre en place est tout à fait exemplaire. Donc je ne peux que souhaiter la poursuite de cette coopération. Je n'oublie pas non plus les autres pays voisins, les Comores, les Seychelles, bien sûr, monsieur le directeur, je vous salue particulièrement, et j'espère que tout ceci pourra continuer à se développer au mieux dans l'avenir. Donc merci à vous de votre accueil si sympathique et si chaleureux, et bon congrès. Merci. Je continuerai à regarder ce qui se passe ici. Eh bien, merci de m'accueillir donc pour ce troisième congrès de francophones de médecine générale. Donc, mesdames et messieurs, docteurs, professeurs, je voudrais tout d'abord vous remercier au nom du directeur général du CHU que je représente, moi je suis le directeur des affaires médicales, pour l'invitation à ce troisième congrès francophone de médecine générale de l'océan Indien, et vous prie bien sûr d'excuser son absence. Alors, bien sûr, à mon sens, il n'est pas utile de revenir sur la place centrale de la spécialité de médecine générale dans notre système de santé et dans l'offre de soins, particulièrement à l'échelle de nos territoires, au service des populations mahoraises et réunionnaises. Celle-ci, si elle n'est pas en fragilité à La Réunion, hormis dans la zone des cirques, reste en souffrance de par sa démographie à Mayotte, où le dévouement des praticiens, et pour avoir notamment coordonné le projet médical, la première version du projet médical du groupement hospitalier de territoire Réunion-Mayotte, ce dévouement il doit être salué, donc je tiens à le faire, notamment au nom du CHU de La Réunion. Acteur pivot des équipes de soins primaires, le médecin généraliste voit aux côtés d'autres professionnels de santé son importance réaffirmée dans le cadre de la stratégie Ma Santé 2022, portée par Madame la Ministre Agnès Buzyn. Cette stratégie, je suppose que vous aurez l'occasion d'en parler et je serai heureux d'entendre ce que vous pouvez en dire, accélère la fin de l'exercice solitaire au bénéfice de la multiplication des fameuses CPTS, des communautés professionnelles territoriales de santé. Donc c'est une évolution, à mon sens, intéressante pour le tissu sanitaire et pour l'amélioration notamment de la collaboration et d'une meilleure construction des parcours de soins et au-delà des parcours de santé. Le thème du congrès, la communication, prend tout son sens dans ce cadre. En premier lieu avec les patients citoyens, mais aussi entre les professionnels qui assurent la chaîne du soin jusqu'aux plus spécialisés, donc notamment ceux qui sont portés par le CHU de La Réunion. En tant que gestionnaire de la carrière et employeur principal des internes dans la subdivision, tant à l'hôpital qu'en stage ambulatoire, le CHU est bien sûr un partenaire privilégié du département de médecine générale pour la formation des jeunes praticiens, ceci aux côtés des autres établissements sanitaires de la subdivision. J'en profite pour remercier Jean-Marc, professeur Franco, les enseignants de médecine générale et les représentants des internes, en lien avec les coordonnateurs pédagogiques du CHU, pour leur implication et leurs propositions innovantes sur un certain nombre de sujets sur la formation des médecins généralistes à La Réunion, et pour récemment, notamment, tenter de gommer les effets yo-yo qu'on peut constater sur la permanence des soins dans l'établissement sanitaire de la subdivision. Donc c'est une concertation qui est en cours et je remercie que le département de médecine générale pilote cette réflexion avec l'ensemble des acteurs concernés. On sait que cette accentuation elle a été notamment portée par la réforme du troisième cycle qui a modifié assez largement les maquettes pédagogiques des internes en médecine générale. Alors, comme je le mentionnais, j'en ai bientôt terminé, le thème du congrès qui s'ouvre est la communication en santé. Thème qui, à mon sens, peut être décliné à l'infini, mais deux aspects me semblent particulièrement importants. Tout d'abord, la communication externe des professionnels de santé vers les patients, bien sûr dans le cadre du colloque singulier soignant-soigné, mais aussi en matière de promotion de la qualité des soins pour assurer des parcours de santé pertinents et fluides avec l'ensemble des partenaires de la chaîne de soins. Cette communication, elle doit aussi et surtout s'intensifier en matière de prévention, avec une fois de plus le rôle majeur des équipes de soins primaires, coordonnées par le médecin généraliste. Ces actions doivent être menées en cohérence avec celles pilotées par l'Agence de santé Océan Indien, dans le cadre notamment des orientations du plan régional de santé, dans sa deuxième version. Le deuxième point qui me paraît spécialement important, c'est évidemment la communication entre les professionnels de santé, et particulièrement de ce fameux lien ville-hôpital, tant vanté, appelé des vœux de l'ensemble des acteurs de santé, et qui est pour autant si difficile à faire vivre. Donc
À mon sens, l'un des enjeux de la formation des internes de médecine générale dans nos établissements est aussi celui d'instaurer un lien durable entre les futurs praticiens qui exerceront pour partie en ville ou dans d'autres structures de soins et le tissu sanitaire hospitalier. Le CHU sera preneur évidemment de toute suggestion, innovation qui pourrait être portée par la communauté médicale, particulièrement donc, de médecine générale, pour pérenniser et faire vivre un tel lien qui reste encore, je ne dirais pas le mot défaillant, c'est excessif, mais en tout cas à améliorer. Enfin, et je terminerai là-dessus, les médecins spécialistes en médecine générale constituent également une population de praticiens qui croient à l'hôpital, par le biais des activités de médecine polyvalente qui ont vocation à se développer dans les hôpitaux, dans un contexte de réduction capacitaire que vous connaissez, de virage ambulatoire dans nombre d'autres spécialités. Ceci, notamment pour la prise en charge optimale de la polypathologie. Alors, je vous remercie encore de votre invitation. Je vous souhaite un congrès riche en échanges et en communication. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. J'ai le redoutable honneur de parler en dernier, j'ai bien compris. Voilà. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui viennent de me précéder. Elles ont toutes participé à des degrés divers à l'élaboration de ce 3e congrès de médecine générale de l'océan Indien, que 6 années séparent jour pour jour du premier congrès organisé par le CGOI, dont je fus cofondateur. Je dois reconnaître l'immense plaisir que j'ai de me retrouver parmi vous, cette fois en tant qu'invité d'honneur pour la 10e année d'existence du collège. 10 ans déjà. On va faire un petit peu d'histoire parce que c'est important, peut-être pour les jeunes. Quelques repères. Fin des années 90, le département d'Om-Tom de l'Université de Bordeaux, qui veille sur tous les étudiants au poste sur l'île, au sens propre comme au sens figuré, propose un stage d'encadrement en cabinet de médecine générale aux résidents. C'était le titre des stagiaires internés à l'époque. Étudiants non internes au concours. Cette idée novatrice d'être acteur de formation médicale en médecine générale, merci au professeur Bello, m'intéresse au plus haut point, en tant qu'ancien interne et ancien VAT, par ailleurs, et en tant surtout que généraliste installé sur l'île depuis environ 15 ans. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Notre formation pédagogique est assurée sur place par le docteur Bernard Guay, que je n'ai pas vu aujourd'hui, un généraliste bordelais, coordonnateur au département d'Om-Tom à l'occasion de missions régulières sur l'île. L'enseignement a été fait donc par Bordeaux. J'ajouterai pour la petite histoire que mon tout premier résident, Laurent, qui se reconnaîtra sans doute s'il est dans la salle, je parle de Laurent Salza, deviendra lui aussi plus tard maître de stage. Mais avec le temps, le développement des postes hospitaliers et les réformes successives, le nombre d'étudiants en poste sur l'île s'élève progressivement, de même que le besoin de leur formation en médecine générale. En 2004, l'Université de Bordeaux II, subdivision de l'océan Indien, et le département de médecine générale, tenu par Bernard Guay, met en place un enseignement théorique de médecine générale des internes en stage à La Réunion et à Mayotte, cette fois dispensé par des médecins généralistes réunionnais. C'est vraiment là le début de notre enseignement. Et on le doit bien sûr au docteur Bello. La première équipe comprend 6 membres volontaires, dont le docteur Jean-Marc Franco, nommé coordonnateur local. Je rejoins en 2005 ce groupe de généralistes, missionné à l'époque en tant que chargé d'enseignement de l'Université Bordeaux II. Ce petit collectif, convivial, soudé, rude à la tâche, passionné et soucieux de la formation des internes et de la qualité des lieux de stage, est de fait en rapport étroit avec les internes et l'Université de Bordeaux. Et c'est naturellement au sein de ce collectif que la création du collège avec incorporation, voire fédération, des maîtres de stage apparaît progressivement comme une nécessité. Il faudra par contre attendre 2008 pour voir aboutir nos travaux personnels sur les statuts de notre futur collège. En 2009, notre association Loi 1901 voit officiellement le jour suite à sa déclaration le 17 avril et sa parution au JO le 2 mai suivant, avec pour objet, c'est important de le préciser, en premier lieu l'enseignement de la médecine générale dans l'océan Indien, 2. La promotion de la médecine générale, 3. La formation professionnelle des adhérents, 4. Le suivi de l'évolution de la filière universitaire de médecine générale. Le docteur Jean-Marc Franco, cofondateur, en est le premier président,
J'en suis le secrétaire. Le travail au CGEI, déjà important, s'intensifie encore et devient particulièrement chronophage. Devant l'augmentation progressive du nombre d'IMG, le groupe s'étoffe et compte bientôt 12 MGE, maîtres généralistes enseignants, en 2012. N'y voyez rien de biblique, ce chiffre est le seul fait du hasard. Hein. La parité n'est toujours pas au rendez-vous puisque l'on n'y compte que 2 femmes. Je pense qu'il y a. Toujours en accord avec Bordeaux, le CGEI s'implique particulièrement dans les 2 SMG, l'enseignement universitaire, la validation, le SASPAS, le stage chez le praticien. La création de l'UFR Santé à La Réunion en mai 2010 est une date clé. En février 2011, les statuts du collège sont modifiés. Son 4e point indique clairement sa volonté de participer à la création du département de médecine générale au sein de l'Université de La Réunion et d'en être le correspondant naturel. 2012, on se rapproche, on a bientôt fini. 2012 est une année cruciale. Les choses s'accélèrent avec la création du CHU de La Réunion en février et celle tant attendue du département universitaire de médecine générale, le DUMG, au sein de l'UFR Santé le 1er septembre, avec à sa tête le docteur Jean-Marc Franco, MCA en avril, puis nommé directeur du DUMG. Le transfert des compétences Bordeaux-Réunion sera alors progressif. Quelques chiffres indiquent clairement notre travail de terrain avec la progression de l'offre en lieu de stage, puisque les MDS, enfin les maîtres de stage, sont 40 en 2009, 47 en 2012, 61 MSU, on est devenu MSU entre-temps, en 2013, et 120 actuellement. C'est quand même assez considérable. Alors à ce propos, je ne sais pas si les fonds du DPC vont continuer à en assumer le financement. Bon. Au total, le CGEI, en plus d'assurer un enseignement de qualité destiné aux internes en médecine générale, a participé activement au dossier d'agrément, à la formation de l'ensemble de ses adhérents et des médecins généralistes de Lille, tout en partenariat avec le CNGE Formation. Une pensée à Vincent Renard. Le collège a été le pilier du UMG et le moteur. Citons encore son partenariat avec l'Université Claude Bernard de Lyon pour l'accueil d'externes en stage hors liste. Il est donc naturel que certains de ses membres soient désormais universitaires. Notons que nombre d'émissions du collège sont maintenant adossées à celles du DMG et de l'UFR, tablant donc sur un horizon prospère. Sans oublier les autres, je terminerai ce discours pour évoquer la collaboration intense, durable et totale, mêlée de respect réciproque, ce tandem qui m'a uni. Je suis un peu ému. Bon, qui m'a uni durant toutes ces années à mon ami Jean-Marc Franco, et jusqu'à mon départ de fin 2013. Je remercie chacun de m'avoir écouté. Excellent congrès.